Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Autrefois, la ville de Haven Creek brillait par sa tranquillité. C'était un endroit que l'on ne trouvait pas sur les grandes cartes routières, un repli du monde où les saisons semblaient durer un peu plus longtemps qu'ailleurs. L'automne y peignait les arbres de pourpre et d'or, et l'hiver y déposait un silence feutré sur les toits inclinés. Les habitants s'y connaissaient tous, ou du moins le prétendaient, et les portes n'étaient jamais verrouillées quand tombait la nuit. Nichée entre des forêts épaisses et une rivière paisible, la ville semblait protégée du tumulte du monde. Les enfants y faisaient encore du vélo dans les ruelles au crépuscule, les églises résonnaient de cantiques chaque dimanche, et les vitrines des magasins semblaient figées dans une autre époque. Mais ce que les touristes ne voyaient pas, c'était ce qui dormait au nord, derrière la vieille voie ferrée rouillée, les ruines imposantes de l'ancienne usine textile de Holloway Mills, autrefois cœur battant de la ville. Avec ses murs éventrés par le temps, ses vitres éclatées, ses hangars engloutis par les ronces, elle ressemblait à une bête blessée abandonnée dans la brume. Certains enfants juraient l'avoir entendu gémir les nuits d'orage. Mais les adultes se contentaient de détourner le regard. Car dans ces ruines, des secrets dormaient. Et certains habitants priaient pour qu'ils ne se réveillent jamais. C'est là, à quelques mètres à peine de cette carcasse de pierre, que Noah Whittaker, 32 ans, revint après 13 ans d'absence. Il arriva par un matin gris de fin d'hiver, au volant d'une voiture usée à la peinture écaillée, les yeux fatigués par les kilomètres et le poids des souvenirs. Il n'était plus le jeune homme impulsif et plein de rêves d'autrefois. Il était devenu plus dur, plus silencieux. Ses épaules portaient des deuils que peu auraient pu deviner. Il était parti à 19 ans, brisé, rejeté, englouti par un scandale dont il ne s'était jamais remis. Son père, Henry Whittaker, ancien maire aimé de tous, pilier de la communauté, avait été accusé d'avoir détourné des fonds municipaux pour des projets fictifs. La nouvelle avait éclaté comme une bombe dans les rues de Haven Creek. Et puis, un matin, Henry avait été retrouvé pendu à un arbre, dans les bois où il emmenait Noah pêcher quand il était enfant. Le choc avait été immense. Mais au lieu de compassion, la ville s'était envenimée. Des murmures, des accusations. Certains disaient que Noah savait. D'autres que Rachel, sa petite sœur, avait peut-être été complice. Les Whittaker, autrefois adulés, étaient devenus des parias en quelques jours. Et Noah, incapable d'affronter les regards, était parti sans se retourner. Mais aujourd'hui, le destin l'avait ramené à Haven Creek. Margaret, sa mère adoptive, une vieille institutrice douce et effacée qu'il avait pris sous son aile après le drame, était morte. D'un cancer discret, comme tout ce qu'elle faisait dans la vie. C'était elle qui avait gardé sa chambre intacte, qui lui écrivait encore à Noël même quand il ne répondait plus. Elle était restée debout là où les autres avaient tourné le dos. Elle lui laissait sa maison. Une petite bâtisse en bois à la peinture écaillée, blottie sous un grand érable, à 2 pas des ruines de l'usine textile. Noah s'arrêta devant le portail grinçant. Il coupa le moteur, mais ne bougea pas. Le vent faisait danser les feuilles mortes le long de l'allée. Il inspira lentement. Haven Creek l'avait trahi. Mais il était revenu. Pas pour se venger. Pas pour être pardonné. Mais pour comprendre. Le retour de Noah à Haven Creek ne passa pas inaperçu. Dès son arrivée, les regards se firent lourds, presque menaçants. Dans les rues qu'il avait autrefois parcourues avec insouciance, il sentait désormais des chuchotements étouffés derrière son dos, des portes qui se fermaient brusquement, des visages se détournaient quand il croisait quelqu'un. Il était devenu un étranger. Le premier à lui adresser la parole fut le shérif Coleman Brigg, un homme aux traits burinés par le temps et les rancunes. Autrefois un ami proche de son père, il avait changé, gagné en dureté, et parfois en amertume. Le regard froid, il s'approcha de Noah sur le perron du bureau du shérif et lui lança, sans chercher à dissimuler son ressentiment. « Tu ferais mieux de ne pas trop t'attarder ici. Certains n'ont pas oublié, et ils ne sont pas prêts à te pardonner. » Noah sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais il répondit simplement, la voix ferme. « Je ne suis pas revenu pour demander pardon. Je suis ici pour savoir. » Mais même ceux qu'il avait aimés autrefois, ceux qu'il aurait cru pouvoir retrouver, l'évitaient. Emily Lawson, son amour de jeunesse,
la fille douce qui partageait ses rêves sous le vieux chêne du parc, lui tournait désormais le dos. Elle était devenue institutrice, consacrant sa vie à l'éducation des enfants du village. À chaque fois qu'ils croisaient leurs regards, elle baissait les yeux. Elle avait changé. Et un secret plus lourd que le silence pesait entre eux. Émilie avait un fils de 10 ans, Joshua. Un garçon au sourire timide et aux yeux d'un vert profond, presque surnaturel. Des yeux qui semblaient regarder au-delà des apparences. Chaque fois que Noah croisait ce regard, il y voyait une étrange résonance avec lui-même. Une étincelle d'espoir mêlée à une douleur ancienne. Quelques jours après son retour, Noah se mit à vider la maison léguée par Margaret. C'était une vieille bâtisse modeste, mais pleine de souvenirs silencieux. Derrière la bibliothèque du salon, une trappe dissimulée sous un tapis élimé attira son attention. Il la souleva avec précaution et découvrit un coffre en bois ancien, poussiéreux et verrouillé par une simple serrure rouillée. Avec une patience mêlée d'appréhension, il parvint à l'ouvrir. À l'intérieur, il trouva plusieurs papiers jaunis par le temps. Une lettre inachevée, griffonnée de la main tremblante de son père. Les mots étaient coupés nets, comme si l'écriture s'était interrompue brutalement. À côté, un vieux carnet de cuir usé, où Noah retrouva une série de codes, de dates et de notes cryptiques. Sur une page, une phrase était soulignée plusieurs fois, presque hurlée à travers le silence. Ce que j'ai découvert dans les registres de l'usine, c'est plus grand que moi. Le souffle de Noah se coupa un instant. Cette phrase résonnait comme un écho lointain de ce qu'il avait toujours pressenti, enfoui dans ses cauchemars et ses souvenirs flous. Son père n'avait peut-être pas détourné les fonds. Il avait découvert quelque chose d'important. Quelque chose qui avait valu la haine, la trahison, et finalement, le silence. Avec l'aide de Rachel, sa sœur cadette, devenue journaliste indépendante à la réputation tenace, Noah commença à creuser dans les ombres du passé. Rachel, vive d'esprit et sans peur, avait toujours été celle qui refusait de laisser les choses au hasard. Ensemble, ils devinrent une équipe, réunissant les pièces d'un puzzle ancien que beaucoup avaient intérêt à garder cassé. Leur première déception fut de constater que les registres officiels de l'usine avaient disparu, ou plus exactement, avaient été effacés des archives municipales. Une disparition soigneusement orchestrée. Mais leur détermination ne fléchit pas. Ils rencontrèrent alors Mrs. Langley, une femme frêle d'un âge avancé, ancienne secrétaire de l'usine pendant les années 80 et 90. Installée dans une petite maison au volet bleu, elle était l'un des derniers témoins vivants de cette époque. Ses mains tremblaient lorsqu'elle leur parla, mais sa voix était claire. En 1991, des inspecteurs sont venus saisir des documents. C'était une enquête discrète. Mais, contre toute attente, tout a été rendu peu après, au propriétaire. Elle baissa les yeux, hésitante. Richard Conway. Un nom qui fait encore trembler cette ville. Richard Conway, autrefois un magnate des affaires, avait bâti son empire sur la désolation d'Haven Creek. L'usine avait été au cœur de sa richesse, mais aussi de ses ombres. Aujourd'hui gravement malade, il s'était retiré des affaires. Mais son fils, Ethan Conway, jeune, élégant et sans scrupules, avait repris le flambeau. Président de la banque locale, détenteur de la moitié des terrains de la ville, il incarnait la nouvelle génération du pouvoir à Haven Creek. Leur enquête les mena à un gala de charité, un événement où la haute société locale se pavanait sous des lustres étincelants et des tenues scintillantes. Noah, infiltré dans cet univers qui lui avait toujours paru étranger, scrutait les conversations, guettait un signe. Il surprit bientôt une conversation entre Ethan Conway et le maire actuel, un homme charismatique mais visiblement sous influence. Tout doit rester discret, murmurait Ethan, un sourire froid aux lèvres. L'incendie à l'usine, les assurances, les ouvriers sous-payés, c'est notre secret. Tant que ça reste sous silence, notre fortune est assurée. Le maire hocha la tête, visiblement nerveux, avant de répondre. Personne ne se doutera de rien. On sait comment gérer ses affaires. Noah sentit la bile remonter dans sa gorge. Tout devenait clair. La fortune des Conway reposait sur une fraude massive, des centaines d'ouvriers exploités, des documents falsifiés, un incendie volontaire à l'usine pour faire disparaître les preuves. Plus tard, Noah s'approcha d'Ethan, calmement, les yeux fixés dans les siens. « Tu sais ce que je sais. » Ethan le regarda,
amusé, sans une once de peur ni de doute. Tu n'as rien, Noah. Rien que des soupçons d'un mort et un carnet raturé. Tu crois que ça suffit? Noah ne répondit pas. Son regard se détourna lentement vers la scène où une chorale d'enfants entamait un chant. Parmi eux, Joshua, le fils d'Emily, souriant timidement, les yeux brillants d'innocence et d'espoir. Ce garçon, fruit d'un passé compliqué, était désormais au centre de cette bataille silencieuse. Les jours suivants furent lourds de silence et de non-dits entre Noah et Emily. Puis, un soir, alors que le soleil déclinait derrière les collines de Haven Creek, ils se retrouvèrent face à face dans le petit salon éclairé par la lumière vacillante d'une lampe à huile. Emily baissa les yeux, comme cherchant le courage au plus profond d'elle-même. Sa voix trembla à peine lorsqu'elle dit enfin. « Il faut que je te dise la vérité, Noah. Ce que j'ai gardé secret toutes ces années. » Noah la fixa, le souffle suspendu. « Joshua, il est ton fils. » Le choc traversa Noah comme une décharge électrique. Ses mains se crispèrent sur l'accoudoir du fauteuil. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé? Pourquoi tout ce silence? » Emily releva la tête, les yeux embués de larmes. « J'ai essayé. Je t'ai écrit. Je voulais que tu sois là. Mais, ta mère a intercepté mes lettres. Elle ne voulait pas que tu le saches. J'ai eu peur. Peur que cette ville ne brise Joshua comme elle a brisé nos vies. Alors j'ai choisi de le protéger, de me taire. » Noah sentit son cœur se déchirer. Pourtant, au fond de lui, une lumière s'allumait. Son retour à Haven Creek n'était pas un hasard. Tout s'emboîtait. Il se redressa, la détermination au visage. « Alors je vais faire la lumière. Pour Joshua. Pour mon père. Pour tous ceux que cette ville a écrasés. » Avec Rachel à ses côtés, ils mirent en place une réunion publique, au cœur du vieux centre communautaire. L'événement fut annoncé discrètement, et la presse locale, intriguée, s'y pressa. La salle, pleine à craquer, accueillit une atmosphère électrique. Noah ouvrit la soirée, dévoilant une vidéo bouleversante. Sur l'écran, l'image tremblante d'un homme âgé, le visage marqué par la souffrance, apparut. C'était Tom Riley, un ancien ouvrier de l'usine, enregistré quelques semaines avant sa mort. D'une voix rauque, Tom racontait, avec un courage teinté de regret, comment l'incendie avait été orchestré pour faire taire la vérité. Comment Henry Whittaker, le père de Noah, avait découvert l'ampleur de la fraude. Comment il avait tenté, en vain, d'alerter les autorités avant d'être menacé et réduit au silence. Un silence glacial s'abattit sur la salle à la fin de la projection. Dans un coin, Ethan Conway serrait les mâchoires, tentant de masquer son trouble. Quand vint son tour de parler, il tenta de nier, de minimiser, en s'appuyant sur le doute et la peur. Mais Rachel, avec la maîtrise d'une journaliste aguerrie, sortit alors un dossier épais. « Voici un document que nous avons obtenu en exclusivité, le rapport d'assurance falsifié, signé de la main d'Ethan Conway lui-même. » Un murmure parcourut la foule. Les regards se tournèrent vers Ethan, qui pâlit, incapable de soutenir la pression. Les caméras étaient là, la presse régionale relayait l'événement en direct. L'affaire éclata comme une bombe, et pour la première fois depuis des années, Haven Creek fut secoué par une onde de justice et d'espoir. Des semaines plus tard, la nouvelle tomba comme un coup de tonnerre, Ethan Conway avait été arrêté. L'enquête fédérale, menée par des autorités venues de Washington, révélait un réseau de corruption profondément enraciné, qui dépassait de loin les frontières de Haven Creek. Les preuves accumulées, documents falsifiés, témoignages d'anciens ouvriers, et l'implication directe d'Ethan dans l'incendie criminel étaient accablantes. La mémoire de Henry Whittaker fut enfin réhabilitée. Dans les journaux, dans les réunions publiques, son nom ne fut plus associé à la honte, mais à la lutte courageuse d'un homme seul face au système. Un homme qui avait payé de sa vie le prix de la vérité. Par une douce soirée d'automne, Emily et Noah se retrouvèrent dans le jardin de la maison de Margaret, où les feuilles rouges dansaient au gré du vent. Le silence entre eux était apaisant, chargé d'une sincérité nouvelle. Noah hésitait encore à s'imposer dans la vie de Joshua, respectant le fragile équilibre qu'Emily avait patiemment construit. Mais alors qu'il regardait le garçon jouer avec Rachel sur la pelouse, Emily lui prit la main, douce et ferme.
Il a toujours voulu savoir pourquoi ses yeux étaient si verts, murmura-t-elle avec un sourire tendre. Tu veux lui expliquer toi-même? Le regard de Noah se remplit d'émotion. C'était une promesse, un nouveau départ, un lien qu'ils allaient bâtir ensemble, avec patience et amour. 1 an plus tard, Haven Creek avait changé. La ville semblait plus légère, comme libérée d'un poids ancien. Le vieux complexe de l'usine textile, longtemps laissé à l'abandon et à la ruine, avait été restauré avec soin. Transformé en musée de la mémoire ouvrière, il était devenu un symbole vivant de la justice retrouvée et de la résilience. À l'entrée, une grande photo en noir et blanc de Henry Whittaker trônait fièrement, son regard à la fois doux et déterminé accueillant les visiteurs. Des plaques racontaient l'histoire des travailleurs, les luttes passées, et le combat pour la vérité qui avait réveillé la ville. Noah, Rachel, Emily et Joshua posèrent ensemble devant les ruines restaurées, désormais symboles de renaissance. Les regards étaient emplis d'espoir et de fierté. Ce n'était plus un lieu de honte ou de secret, mais un monument à la vérité, à la mémoire et à la justice. Le vent soufflait doucement, portant avec lui les voix du passé, désormais entendues. Et la promesse que, tant qu'il y aurait ceux pour qui la vérité compterait, Haven Creek ne sombrerait plus jamais dans l'oubli.